Mais le projet AIS dérange M. Bazié. Comment faire face à cette tentative souvent peut-être de déstabilisation Sahel? Je pense que vous me permettez une fois de plus de saluer les trois chefs d'État pour le courage qu'ils ont eu de prendre une orientation que tout le monde sait peut vous coûter la vie. Et je salue également le travail qui a été abattu par nos représentants diplomatiques, les trois ministres des Affaires étrangères. Vous savez très bien qu'après la rencontre du 16 septembre 2023, ce qui guettait individuellement et collectivement les différents pays, ce qui a été produit comme documentation ou même prise de parole, dans certains milieux, il fallait oser. Donc c'est des gens qui ont manqué de sommeil. Je ne dis pas que le sommeil est entièrement revenu, mais ce sont des personnalités à féliciter, parce qu'ils ont osé. Il faut le dire très sincèrement. Maintenant, pourquoi ça dérange? Nous avons bien dit que nous sommes dans une guerre qui a été fabriquée et imposée pour mieux nous dominer, nous piller. Mais justement, quelqu'un qui vivait à l'aise, qui utilisait votre somnolence, votre niveau bas de conscience, de prise de conscience, où il utilisait toutes les forces pour vivre de votre sang. Mais si vous prenez conscience et vous vous dites à partir d'aujourd'hui, mon sang ne sera plus sucé, vous ne prenez pas cette décision pour qu'il soit à l'aise. Ça dérange. Mais l'essentiel est que vous puissiez être maintenant à l'aise et avoir toutes les valeurs qui qualifient la vie humaine. Nous savons très bien que ce qui est en cours aujourd'hui, ils n'ont jamais changé depuis qu'ils ont pris la décision des années 1685, a dit dans le code noir que le noir est un objet qu'on peut manipuler, taillarder, vendre, prêter et en faire ce qu'on veut. Donc, avoir des dirigeants qui à un moment donné disent non, ça n'est de trop. Et quand tu regardes également dans l'histoire, ceux qui ont eu le courage, le même courage, ce qu'ils ont subi, il faut réfléchir par deux fois pour oser faire ce que les trois chefs d'État ont pu entreprendre comme direction pour pouvoir sauver les générations. Et si on pensait individu, ils n'allaient pas le faire. C'est parce qu'ils estiment que non seulement il faut se battre, se sacrifier aujourd'hui pour réserver un lendemain meilleur aux générations futures. D'accord. Et justement, quel peut être le rôle de la veille citoyenne dans ce contexte-là? Ce matin, au Forum confédéral, nous avons même appris que vous êtes, entre guillemets, le chef des Ouaïnians. Je ne sais pas si c'est... Quel peut être le rôle de la veille citoyenne dans ce contexte-là? Merci bien, parce que le terme Ouaïnian, c'est un appel à dire « venez sortir » ou tout simplement « sortez ». Mais quand on dit à une population aguerrie, sortez, c'est qu'il y a danger. Et quelqu'un qui prend conscience, qui sait très bien ce que veut dire se battre pour conquérir sa souveraineté, souveraineté qui ne se donne pas, c'est tout à fait normal que permanemment qu'il soit prêt. À n'importe quel instant, n'importe quel moment. J'ai eu à dire une fois quand j'étais dans le gouvernement, lui il peut attester, qu'en principe, à tous les niveaux de responsabilité de l'État, nous sommes dans une période où, même pour dormir, il faut laisser ta culotte très proche parce qu'elle peut être amenée à être portée à n'importe quel moment. Donc de ce point de vue, c'est un appel constant 24 heures sur 24 à être en alerte. Donc c'est tout à fait normal que, quel que soit votre niveau de responsabilité, que ce soit ministre, président d'institution, c'est parce qu'il y a un pays qui existe que vous avez ce niveau de responsabilité. Donc si la vie du pays, l'avenir du pays est engagé, vous devrez vous mettre à un niveau de combat permanemment. Et j'ai aussi dit qu'en principe, l'armée devait doter tous les responsables d'institutions. Nous sommes en émission tout de suite. Si on nous disait que dehors, c'est parce qu'on souhaite que dehors ça chauffe, mais on ne devait pas chercher à appeler une sécurité à quelque part, sauf si c'est un renfort. Nous, on doit être capable de faire face. Et de ce point de vue, nous sommes des Ouaïens et on le réclame. Okay. Le deuxième niveau, c'est la jeunesse. La jeunesse doit d'abord prendre conscience que ceux qui sont au devant des postes de responsabilité aujourd'hui sont des gens qui se sont engagés pour sacrifier leur vie. Parce que quand vous prenez, nous tous autour de la table, aujourd'hui, appréciant les textes statistiques de nos pays en termes d'espérance de vie, vous allez trouver rarement qu'ils n'ont pas dépassé cette cap. Ça veut dire qu'ils pouvaient dire qu'à cette étape, j'ai quoi à gagner à prendre des risques. Parce que ceux qui ne veulent pas prendre les risques, c'est parce qu'ils ne veulent pas affronter le feu. Mais les responsables qui sont devant aujourd'hui pouvaient se dire également, ils ont quoi à gagner. Si je prends l'exemple de notre chef d'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré,
Mais quelqu'un qui a sa position auprès de ses frères, mais eux tous pratiquement mettent leur jeunesse dans des braises pour calciner, mais un jeune assez conscient ne peut pas s'asseoir croiser les bras. Et pour terminer, je l'ai dit dès l'introduction, il appartient à chaque génération de déterminer ses missions, de les assumer ou en tout cas de marquer de façon très malencontreuse l'histoire, ce qu'on ne souhaite pas. Donc nous invitons la jeunesse à rester éveillée. Et quand on regarde tous les corps qui sont ramenés par les eaux des océans en bordure des mers, nous regardons les chemins dans les déserts jonchés de squelettes de jeunes qui partent en recherche de radeaux. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens chez nous. Nous avons tous les moyens. Donc la balle est dans le camp de la jeunesse. Elle est majoritaire. Elle est le fer de lance de demain. C'est à nous de nous assumer et donner également l'exemple pour qu'elle puisse prendre le même chemin. Et justement, M. Jean, Marie Karamoko Traoré, dans votre prise de parole, vous êtes revenu sur le dynamisme de la jeunesse de l'AES. Ça veut dire qu'on n'a pas à se faire d'inquiétude à ce niveau-là par rapport à la veille? Oui, moi j'ai vraiment la certitude qu'elle demeure une force. Il faut surtout que cette jeunesse prenne conscience qu'elle constitue une force et qu'elle peut se mettre en mouvement pour servir le pays. Tel que le président Bassorma l'a mentionné, pendant longtemps, on nous a nous-mêmes présenté notre jeunesse comme un problème. Et les jeunes sont convaincus jusqu'à très récemment dans nos pays qu'ils étaient un problème et les revendications qu'ils faisaient étaient aussi structurées autour de ce regard. On ne leur a pas montré qu'ils étaient une solution. Et qu'en tant que solution, on ne doit pas seulement revendiquer, qu'on doit participer à créer des opportunités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette dynamique. Moi, j'ai été impressionné par un jeune Malien qui avait fait un témoignage à la télé une fois. Et il disait, il était aux États-Unis. Là où je suis, il y a des milliers de jeunes qui savent faire ce que je fais. Mais je me suis rendu compte que si je repars dans mon pays, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de 2 jeunes qui font ce que moi je fais. Il est reparti. Et il a eu une adhésion, il a lancé son entreprise et ça fonctionne. Donc c'est des modèles qui montrent que c'est possible. Naturellement, il faut que nos pays, et c'est ce que les 3 chefs d'État sont en train de faire, créer les conditions pour les accompagner. Aujourd'hui, vous regardez, les politiques de jeunesse sont en train de changer de nature. Nous sommes en train de révaloriser certains secteurs qui constituaient des secteurs de frustration. Quand on était gosse, on te dit tu ne réussis pas à l'école, tu vas aller au champ. Quel regard on porte sur l'ingénieur agronome? Quand tu ne réussis pas à l'école, on va dire tu vas aller au garage. Quel regard on porte sur le mécanicien? Mais ce sont des métiers. Donc aujourd'hui, nous devons travailler à ce que la jeunesse prenne conscience que ce secteur agricole, c'est un secteur de noblesse. Que le paysan que nous avons vu et dont le profil nous faisait peur, parce qu'on pense qu'il faut aller à l'école, revenir s'asseoir au bureau, c'était un discours justement qui nous aliénait. Et qu'ils doivent être fiers d'aller au champ, ensuite de porter leur grand boubou, aller faire le marché. Qu'ils ne doivent pas avoir honte de travailler et de rentrer dans une fosse pour travailler sur le bas de la voiture, la réparer, et que c'est cela qui donne la valeur ajoutée.